Nous sommes le 5 décembre 2017. Bienvenue, bonjour à tous et merci de prendre du plaisir à nous suivre. C'est bien la journée mondiale des sols. On en parle avec l'environnementaliste Maison juste après la une, j'allais dire, des quotidiens qui ne sont pas venus ce matin. Et comme essentiel à retenir pour le compte de l'ossature de votre émission, eh bien, je vous précise que toutes les rubriques sont au rendez-vous, à savoir les titres des journaux, le bulletin d'information, le débat faire croiser avec Peggy, Ludovic Dagba. Vous savez, les mardis, la tendance est à l'économie, aux finances. Eh bien, nous respecterons encore une fois cette tendance. Juste derrière, juste avant, le débat fait croiser Justin nous les Messi. Il est conducteur de mototaxi. Il nous aura, il a 20 ans d'expérience. Ça, c'est important de le préciser. Il se présentera, il se prononcera, j'allais dire, sur les dépôts des ordures dans les caniveaux à ciel ouvert de Cotonou. Eh bien, voilà le menu de votre rubrique On vous aime. Et puis, passé la première partie, nous allons nous ouvrir maintenant à l'international avec James William Baguidi qui aborde ce matin la crise du Darfour, autopsie d'un drame oublié. Crise du Darfour, autopsie d'un drame oublié. Et Judicaël pour le sport, sans oublier les rubriques Bonne humeur avec Ahmed Arekpa sur la sélection d'Éden, de la musique et puis de la chansonnette avec Arnaud Maury-Agoua. Revenons maintenant au titre des quotidiens qui ne sont pas venus. Avec vous, Corneille Haïssé, bonjour. Bonjour Loris, bonjour mesdames, messieurs. On ouvre ici la une des journaux. On démarre la revue des titres par le service, le quotidien du service public La Nation. La une du quotidien La Nation, donc, semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à Cotonou. Repenser le système alimentaire ouest-africain. La semaine du Sahel de l'Afrique de l'Ouest, édition 2017, a démarré ce lundi 4 décembre à Cotonou. La rencontre place les questions de la nutrition, de la sécurité alimentaire, de la résilience au cœur des politiques nationales. La suite de l'article publié par La Nation a retrouvé en page 3 du quotidien. On reste avec La Nation qui titre également ce matin « Coopération Cotonou et Ankara renoue avec les consultations bilatérales ». Le quotidien parle donc des relations entre le Bénin et la Turquie. Avec La Nation, on peut aussi lire malversation dans les sociétés office d'État, des soucis pour les mises en cause dans les dossiers CNSS, ONASA et CAIA. On va maintenant passer au quotidien Matin Libre. Matin Libre, écrit ce matin, présidence du Parti du Renouveau démocratique. Pourquoi Roumbédi se maintient pour 4 ans? L'interrogation avec Matin Libre, présidence du PRD. Pourquoi Roumbédi se maintient pour 4 ans? Autre titre avec Matin Libre aussi. Centre longue vie de Godomento Goudo, les hémodialysés abandonnés crient au secours. Les hémodialysés abandonnés crient au secours. Actu Express. Actu Express titre tentative de corporisation des partis politiques par un dévouement du système partisan. Talon se trompe de pays et d'époque, écrit le quotidien. Actu Express mentionne aussi à ça une conférence de presse du maire par intérim de Cotonou. La ville de Cotonou est en marche malgré les turbulences. Le Béninois libéré, cette fois-ci, ou à présent, on va retrouver le Béninois libéré, menace de manifestation des policiers. Le bruit de bottes a évité à tout prix. L'intégralité du communiqué du Sinagab Police Bénin a retrouvé dans les lignes du quotidien le Béninois libéré. Mairie de Bemberek, bien installe un développeur, Sambo Mifutao, Saliou élu maire, voilà, à Bemberek. On va rester avec le Béninois libéré qui titre également ce matin législative de 2019, Dr Malik Gominan dans les starting blocks. Dr Malik Gominan dans les starting blocks. On poursuit avec la guérite
La Guérite qui affiche à sa une, douane béninoise, ses disciples qui font la fierté de Saint-Matthieu. Douane béninoise, ses disciples qui font la fierté de Saint-Matthieu. Et avec Guérite aussi un autre titre, 4e congrès ordinaire du PRD. Oumbédi devient le Mugabe national. À 75 ans, il s'accroche toujours à la présidence. Les ambitions des prétendants ont été étouffées. Le PRD en perte de vitesse après 27 ans de règne de son fondateur. Bien, ce titre à retrouver avec la Guérite, 4e congrès ordinaire du PRD. Oumbédi devient le Mugabe national. First Info. Le quotidien First Info sur mardi 5 décembre 2017 trouve plutôt autrement le maintien de Oumbédi à la tête du PRD. Le quotidien écrit 4e congrès ordinaire du PRD. L'intelligence et pragmatisme d'Adrien Oumbédi. L'intelligence et pragmatisme d'Adrien Oumbédi, c'est allié en page 8 du quotidien First Info. First Info écrit également le maire Isidore Nyonofon à propos de la gestion de la ville de Cotonou. Nous sommes en bonne intelligence avec l'autorité de tutelle. Propos du maire par intérim de Cotonou à nous rapporter ce matin par le quotidien First Info. On va toujours pour le compte de cette revue des titres retrouver la une du journal Le Génie. Le Génie qui titre affaire CAIA, CNSS et ONASA. Le procureur annonce les comparutions pour les 15, 19 et 27 décembre prochains. Le Génie écrit également ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Marie-Odile Atanasso instaure le contrôle de présence au poste. Le personnel enseignant et celui administratif concerné. Un fait divers à lier aussi avec le Génie. Drame à Dekbo dans la commune d'Aplaroué. Une femme enceinte égorgé dans sa chambre. Les détails à retrouver en page 6 du quotidien Le Génie. Le meilleur titre ce matin, vérification d'authenticité des diplômes à la douane béninoise. Panique générale chez les disciples de Saint-Matthieu. Panique générale chez les disciples de Saint-Matthieu. C'est la manchette du quotidien. Le meilleur écrit aussi invité sur l'émission 90 minutes pour convaincre de l'ORTB. Jean-Baptiste Elias exhorte les préfets, ministres et députés à déclarer leurs biens au plus tard le 31 décembre. La dépêche. La dépêche, titre, réforme du système partisan. Les partis politiques désormais sous coupe réglée. L'interrogation est à retrouver à la une du quotidien Le Matin, à la une plutôt du quotidien La Dépêche. L'interrogation à retrouver à la une du quotidien La Dépêche. Et avec Point Média, nous allons boucler cette revue des titres Point Média qui titre mouvance présidentielle, le double langage du PRD. Mouvance présidentielle, le double langage du PRD, titre Point Média, 4e congrès du PRD. Oumbédi fait son testament. C'est avec Ali aussi avec Point Média qui est revenu sur ce fait divers ou ce drame à Plaoué, une femme en état de grossesse égorgée dans sa chambre. Ainsi va donc l'actualité pour le point qu'on puisse faire ce mardi 5 décembre 2017. Merci à tous. Merci à vous, Corneille Aïssé. On revient sur un ou deux titres rapidement avec vous. Matin Libre, pourquoi Oumbédi se maintient pour 4 ans? Et plus tard, vous partagez avec nous la Guérite, la une de la Guérite qui dit, qui n'arrive pas à comprendre pourquoi Oumbédi a-t-il empilé et le compare à Robert Mugabe. Pourquoi ce canard pense que Oumbédi a un destin de Robert Mugabe? Non, à mon avis, vous savez, Mugabe, après 93 ans... c'est d'ailleurs pas le même contexte. Non, pas le même contexte, mais quand on voit un peu les ambitions, on pourrait aussi se demander... C'est une façon, le journal a mis juste en parallèle ce que Mugabe a voulu faire. À 93 ans, Mugabe est toujours resté accroché au pouvoir. Et n'eût été peut-être cette forme de coup d'État, parce que moi je l'appelle coup d'État, il y avait tous les indices possibles de coup d'État dedans, même si on l'avait à parler de coup de force. Aujourd'hui, on a pu quand même... cadre du PRD ne s'est plaint depuis la tenue du 4e congrès. Non, aujourd'hui... Il n'y a pas eu de sortie de cas politique. Quand on prend le cas PRD, est-ce que nous allons dire que le PRD, à l'heure actuelle, il n'y a peut-être pas de cadre qu'il faut? Pourquoi les médias s'indignent si cela ne
dérange pas les cadres du PRD. Non, vous savez comment ça se passe. Rappelez-vous, à quelques jours ou quelques jours avant ce congrès, vous avez vu ce qui a circulé et on est allé jusqu'à annoncer le départ de Moumbedji. C'est vrai qu'il ne s'est pas tout prononcé jusqu'à le week-end dernier où il a été clair. Alors, si aujourd'hui, Moumbedji peut-être trouve qu'il n'y a personne pour le moment pour prendre le relais, il a certainement ses raisons. Et vu aujourd'hui comment les choses, le contexte politique actuel, il a peut-être des raisons que vous et moi, on ne connaît pas. Parce que ce qui est visible, c'est ce que nous voyons. Nous allons essayer d'analyser, nous allons à partir des éléments que nous avons. Donc c'est à lui seul de savoir pourquoi il fait. Maintenant, c'est au niveau du PRDM, les cadres, vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas les compétences nécessaires pour pouvoir quand même jouer pleinement le rôle? Parce que Moumbedji a 76 ans, il a encore un mandat de 4 ans, il va se retrouver à 80, alors qu'aujourd'hui on parle de... En quoi ça gêne? Non. Il faut savoir préparer la relève. C'est ça en réalité. Il a précisé qu'il n'a pas de dauphin. Qu'on le veuille ou pas, le pays bénéficie de la sagesse de Moumbedji jusqu'à aujourd'hui, de l'expérience politique. C'est un barbare en matière politique. C'est ce qu'il a voulu continuer à faire profiter au parti. Non, il pouvait le faire autrement. Il n'a pas voulu s'œuvrer autrement, parce qu'il pourrait économiser mieux ses énergies, étant devenant peut-être un parrain ou un conseiller, et parce que je sais que dans le PRD, alors nous sommes, il y a quand même des jeunes dynamiques et capables de prendre, qui ont toujours besoin de prendre le relais. Qui ont toujours besoin de cette brevière, qui ont toujours besoin de cette mine que constitue. Tout à fait, on ne refuse pas. On ne refuse pas. À un moment donné, vous avez vu, il y a des gens qui se sont retirés. Prenez les hommes du frère Melchior, qui à un moment donné a su quand même lâcher les choses. Mais ce n'est pas le même contexte. Et Moumbedji encore activement en activité, si je peux le dire ici, surtout à l'Assemblée nationale, et vu les positionnements actuels, les élections qui s'annoncent, vous savez, à partir de 2019 jusqu'à 2021, ça va beaucoup bouger. Et c'est peut-être les raisons pour lesquelles l'homme a décidé peut-être de conduire encore le parti jusqu'après ces séquences-là, avant de lâcher les choses. Ce que moi je retiens est qu'il n'y a pas de fricotement, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de mécontentement des cadres. C'est ça. Il a su quand même garder la maison. Il a utilisé certainement la diplomatie qu'il faut. Il a la même mise. Il maîtrise ses gars. C'est justement... Pardon. On aurait assisté à une série de conférences de presse, à des dissidents qui se seraient peut-être prononcés. Tout dépend du contexte. Il y a de la discipline. C'est plus important. C'est une leçon. Il y a de la discipline. Et désormais, si vous êtes cadre du ministère de l'enseignement supérieur, il vous faut être au boulot tous les jours. C'est institué maintenant par la ministre Marie-Odile Atanasso. C'est pas moi, je vous le dis, c'est le génie qui nous passe l'information. Le ministère de l'enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso instaure le contrôle de présence au poste. On en parle demain. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. C'est important. Un cadre doit quand même être à son poste. Vous avez dit doit. Pour le moins. Oui, pour le moins. Être. C'est vrai que dans nos ministères, c'est un désordre aussi. Vous le savez très bien. Les gens qui ne sont pas au poste comme il faut. Encore que dans ce monde, c'est un peu comme... c'est un peu comme le monde de la santé aussi, où on voit des gens en train de faire des coups un peu partout, partout les universités, un peu partout, et ce qui est à faire de façon... ce à quoi on est missionné est quelque peu négligé. C'est une belle initiative, c'est une bonne décision prise, ça a été dit par le ministre Atanasso. Il faudrait que cela se respecte, que ça ne soit pas juste une décision prise et puis la presse s'en parle et tout, et ça va être une opération de chat, mais autrement dit, c'est que quand vous arrivez là-bas, c'est les mêmes choses, les gens qui sont jamais opposés, qui sont en train de... Voilà, c'est ça. Merci. Merci, Corneille Haïssé, Journée mondiale des sols. On en parle avec vous. Bon, avant de l'aborder dans le bulletin d'information. C'est une initiative récente. Oui. C'est vrai que les premières idées ont commencé en 2002, mais c'est finalement sous l'impulsion de la FAO que les Nations Unies ont décrété en 2014, le 5 décembre. Donc, à partir de 2015, on a fait la première célébration, on est à la troisième célébration. Aujourd'hui, il faut savoir que les sols jouent beaucoup de rôle. C'est pas la chronique environnement. Non, pas du tout. Mais juste que les sols que nous avons, la partie superficielle de la terre joue beaucoup de rôles. Et l'un des rôles les plus
l'un des rôles les plus importants, c'est le rôle que les sols jouent dans la sécurité alimentaire. C'est les sols qui nous nourrissent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème retenu, c'est prendre soin de la planète, commence par les sols. Mais nous avons un état de dégradation assez poussé des sols. Au plan mondial, on parle de plus de 30%. Et chez nous, au Bénin, on parle pratiquement de plus de 60% de terres dégradées. Et parce que vous savez, l'utilisation des intrants que nous mettons, les pesticides, les herbicides, les pratiques culturelles dépassées. Et puis, il y a un certain nombre de choses. La déforestation, le recul des couverts végétales. Merci. Autour de nous, pour la suite, sinon les détails liés bien évidemment à la célébration de la journée mondiale des sols. C'est à suivre sur la radiodiffusion Diaspora FM, la 102.3, quand déjà jeudi Jeudi, 18h55. Merci. Bonne journée. Merci, Loïs. Le bulletin d'information, maintenant. Nous l'ouvrons par ce dont nous parlions tantôt, la communauté internationale qui célèbre ce 5 décembre la journée mondiale des sols. Et le développement, c'est avec Samson Oke-Akwila. Bonjour. Bonjour, Loris Freddy Davor. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, vous l'avez déjà annoncé, le thème de cette année par rapport donc à cette journée est de prendre soin de notre planète, commence par le sol. À l'occasion de cette journée, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a délivré un message. On va l'écouter. Il s'agit de nous rappeler de l'importance vitale des sols afin que nous prenions jour après jour toutes les dispositions pour les utiliser durablement et les léguer en bonne santé aux générations futures. Le sol est à la base de toutes les formes de vie sur Terre. Sans sol, pas de plantes terrestres. Sans plantes terrestres, il n'y aurait eu ni atmosphère, ni oxygène, donc pas de vie sur la Terre. Malheureusement, bien trop souvent, l'importance vitale du sol pour tous les êtres vivants, principalement l'homme, est sous-estimée au point où, consciemment ou inconsciemment, il fait l'objet de toutes les formes d'agression, débouchant fatalement sur sa dégradation constante. La nature mettrait 500 ans pour remplacer 25 mm de sol perdu. Or, chaque seconde que Dieu fait, l'humanité perd l'équivalent d'un terrain de football de terres agricoles. Particulièrement par rapport à notre secteur d'activité qu'est l'agriculture, les sols sont menacés par l'érosion hydrique et éolienne, le tassement des animaux et les instruments aratoires, la perte de matière organique induite notamment par les brûlures qui détruisent la flore, la matière organique ainsi que la faune et la microflore d'un sol, et j'en passe. L'acteur principal au cœur de cette dégradation se trouve être l'homme lui-même, de par les mauvaises pratiques de gestion qu'il adopte. C'est pourquoi les pratiques de gestion durable des terres, comme l'agriculture biologique, le labour zéro, la rotation des cultures, l'agroforesterie, l'agriculture de conservation, sont recommandées pour maintenir les sols en bonne santé tout en augmentant de façon durable la productivité des exploitations. En effet, la dégradation des sols, loin d'être seulement une préoccupation environnementale, constitue une question de développement durable qui mérite d'être traitée avec la plus grande attention à tous les niveaux. Je voudrais saisir cette opportunité offerte par la célébration de la journée pour exhorter à nouveau tous les acteurs de développement, les responsables de la société civile, du secteur privé, les responsables de structures communautaires de base, chaque citoyenne et chaque citoyen a un changement de comportement vis-à-vis de nos sols, dont les bienfaits conditionnent notre vie sur Terre, afin que de façon collective, nous puissions léguer aux générations à venir des sols sains et productifs. Béninoises et Béninois, œuvrons pour la bonne santé de nos sols afin de renforcer la résilience de nos populations et nos écosystèmes au changement climatique et préserver la biodiversité.
Et oui, à l'instant, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossou, oui. Nous poursuivons ce point de l'actualité sur Matin d'Éden. Les problématiques de la sécurité alimentaire et de la malnutrition sont au cœur d'une rencontre à Cotonou, nous précise Samson Oki. Oui, il s'agit de la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de cette semaine se déroule la 33e réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires. Reportage signé Laurent Roland Tonikes et puis Fréjus Offici. La Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, édition 2017, a officiellement démarré ce lundi 4 décembre à Cotonou, en présence du ministre d'État Abdoulaye Biotchani. Cette session, dont le thème est approche innovante et territoriale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, est une occasion pour réfléchir sur les problèmes liés aux crises alimentaires, d'où la 33e réunion du réseau de prévention des crises alimentaires. Les enjeux alimentaires, nutritionnels et de résilience font partie des solutions aux défis sécuritaires et de stabilité. Mon pays et les autres États de la région doivent unir leurs efforts afin de replacer le défi de sécurité alimentaire et nutritionnelle au cœur des agendas de développement. Durant les 5 prochains jours, nous allons débattre de la situation et des perspectives alimentaires et nutritionnelles, réfléchir à des approches territoriales de ces enjeux, mettre en évidence les énormes potentiels d'emploi de l'économie alimentaire, faire le point sur la mise en œuvre et les perspectives d'agir, l'Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sera également marquée par la réunion du comité des partenaires du SILS. Pour le représentant du SILS, cette 33e réunion annuelle du RPCA et la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sont d'une importance capitale pour les décideurs politiques de l'Afrique de l'Ouest. Cette session de Cotonou se tient après la concertation tenue du 27 au 29 novembre dernier à Bamako au Mali, qui s'est penchée sur les résultats prévisionnels des prévisions agricoles 2017-2018 et la situation alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. S'agissant de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région, les analyses nationales avec le cadre harmonisé, notre outil commun révèle que plus de 5 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire et humanitaire immédiate. Cette situation est liée en grande partie à l'insécurité civile qui sévit dans la région du lac au Tchad, le nord-est du Nigeria, l'est du Niger, au nord et au centre du Mali et dans la boucle du Liptako-Gourma où on dénomme près de 2,8 millions de personnes déplacées et réfugiées. À cela s'ajoute la problématique de la migration des jeunes en Afrique de l'Ouest. Face à ce tableau, le président de la commission de la CEDEAO souhaite que ce rendez-vous de Cotonou aboutisse à des conclusions. Nous avons dit nous voudrions des solutions innovantes, mais il ne faudrait pas qu'on termine et qu'on dise qu'encore une fois, la 33e réunion a eu lieu, mais les solutions, nous les recherchons toujours. Nous avions dit, nous allons créer des emplois pour les jeunes, pour améliorer leur situation, afin qu'ils ne puissent plus aller vers l'immigration. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchani se réjouit de l'organisation de cette réunion à Cotonou. Selon lui, la précarité alimentaire et la malnutrition constituent les handicaps majeurs au développement du continent africain. Notre gouvernement se sent concerné au plus haut point par les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est pour vaincre cela que dès cette rentrée scolaire d'octobre 2017, le président Talon a lancé le nouveau programme des cantines scolaires, couvrant désormais 31% des écoles primaires de notre pays, avec pour objectif dès la rentrée prochaine de 2018, une couverture à 51%. Cette semaine du Sahel prendra fin le vendredi prochain avec les réunions techniques entre les gouvernants, les partenaires techniques et financiers. Des événements spéciaux sont également prévus pour présenter des communications sur des thématiques spécifiques. Dans un tout autre chapitre maintenant, on s'intéresse à la tournée des députés et cadres politico-administratifs des départements du Moro et de Koufo. L'événement a eu lieu ce dimanche. Il s'agit pour ces autorités de s'enquérir du déroulement du RAVIP. Partie de la préfecture d'Aplakoué, la délégation a sillonné les 6 communes du Koufo pour terminer par Dobo. Que
Que peut-on alors retenir de cette tournée? Suivez ici les explications des députés Gérard Benouchi, Jérémy et du préfet du Koufou, Christophe Megbedji. Ils sont au micro de Jonas Bouchi. Nous venons de boucler une journée de tournée de supervision du trafic dans le département du Koufou. Nous avons sillonné les 6 communes du Koufou où nous bouclons par Dogbo. On a noté un engouement des populations. Ce que nous comprenons, c'est que les populations sont plus en avance que nous, les politiques. Elles comprennent que c'est dans leur intérêt que le gouvernement a initié l'opération RAVIP. Malgré cet engouement des populations et cette sortie massive, par endroits, les agents formulaires ne sont pas à la pointe parce que les populations sont là. Et les agents formulaires et les OP qui n'arrivent pas à atteindre la moyenne qu'on devrait enregistrer par jour. Et nous avons essayé d'échanger avec ces agents-là pour qu'ils voient l'organisation, pour prendre le maximum, aller quelquefois même au-delà de l'heure habituelle à laquelle ils ferment, si déjà ils ont toujours la possibilité de prendre les photos. Nous avons noté aussi à certains endroits que les populations ne sortent plus massivement et cela s'explique par le fait que la grande masse est déjà passée et les gens ont des difficultés par rapport aux villages qui sont éloignés au sein des zones, les villages qui sont éloignés du lieu d'enregistrement. C'est possible maintenant de faire la mobilité au sein d'une même zone et de se rapprocher comme ça des villages qui sont trop distants des premiers lieux d'enregistrement pour permettre de prendre le maximum. Partout où nous sommes passés, le constat est que les populations sortent, mais l'affluence dépasse le rythme de travail des opérationnels. Les agents travaillent très bien dans l'ensemble. Par contre, dans d'autres, au niveau de certains centres, ça ne marche pas comme on l'aurait souhaité. Et donc, les raisons sont recherchées. Au niveau du comité technique de pilotage de l'Agence nationale de traitement, on suit la performance des agents. Et des mesures sont prises pour que ceux qui ont été franchement en deçà de la limite, qui ne peuvent pas continuer, ils seront remplacés simplement pour la performance de l'opération. Soit ces agents ne sont pas bien formés, ou alors il leur manque la maîtrise pour l'instant des kits, des outils qu'ils ont à leur disposition. Il s'est posé aussi le problème de la formation ratée de certains agents formulaires et d'OP-kits. Nous avons pris bonne note et puis des mesures appropriées seront prises au niveau donc, de la Commission nationale de supervision pour remédier à tous ces dysfonctionnements-là. Je crois que dans l'ensemble, c'est bon. Et le déplacement qui est fait aujourd'hui par les députés est à saluer. Et ça relance donc les équipes, ça leur donne des ailes aux pieds. Je suis sûr que quand on va revenir dans un mois, nous n'aurons qu'à applaudir l'effort qui sera fait. Politique. Le 4e congrès du Parti du Renouveau démocratique PRD s'est tenu ce week-end au stade Charles de Gaulle. Nous sommes à Porto Novo, dans une ambiance aux couleurs arc-en-ciel. La mobilisation était forte avec la présence effective de plusieurs formations politiques venues soutenir Maître Adrien Ngoubeji. Le congrès a permis au président Ngoubeji de réaffirmer sa volonté de voir le système partisan national réformé. Reportage. Nos congrès, c'est la fête du rassemblement, une grande fête. Nous voulons rebâtir notre nation. Et donc, la fête du Parti du Renouveau démocratique à travers l'organisation de ce 4e congrès ordinaire aura été une réussite avec la mobilisation des militants et sympathisants venus de l'ensemble du territoire national. C'est le président du comité d'organisation qui, d'entrée à l'ouverture, a salué tous les militants et les personnalités politiques qui ont massivement répondu à l'appel de Maître Adrien Ngoubeji. Place a été ensuite faite aux leaders des formations politiques d'adresser au PRD leur message de soutien. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à Porto Novo pour la tenue à bonne date de votre congrès ordinaire.
l'Alliance FDU est heureuse de se retrouver avec vous. Votre parti est resté inébranlable, malgré toutes les tentatives visant à le fragiliser. Aujourd'hui, l'histoire vous donne raison et nous pouvons affirmer sans hésitation que le PRD est un parti de référence. La réforme du système partisan actuel au Bénin est revenue dans maints discours. Nous devons aller vers un militantisme. Et c'est pourquoi je suis heureux, tout le monde est d'accord pour ça. C'est pour cela l'assainissement du système partisan est une priorité. À l'heure de la réflexion en vue des réformes, l'unité dans la diversité partisane devra demeurer notre idéal commun. Ce qui nous unit doit être toujours plus fort que ce qui nous divise. Le coordinateur national de l'Alliance FCBE, Eugène Azatassou, a eu le courage de placer un message contraire à tous les autres messages. Le représentant du gouvernement à ce congrès du PRD, Maître Joseph Djogbenou, formera le vœu du gouvernement de voir réellement que des blocs politiques se forment pour que notre État soit plus fort. Enfin, la parole a été donnée au président du Parti du Renouveau démocratique PRD de dire de vive voix la position de sa formation politique qui reste et demeure ancrée dans la mouvance présidentielle. Le PRD est un parti qui a connu tous les déboires à cause du système partisan actuel. Un système partisan dans lequel nous ne sommes la plupart du temps que des clubs qui se font et se défont au gré des régimes et au gré des intérêts électoraux. 240 partis politiques. Un système partisan où le retournement de veste et la transhumance ont rang et prérogatives de sports nationaux. Beaucoup d'entre nous se demandent comment bâtir des unions stables, des unions capables de remodeler durablement le paysage politique du Bénin. L'inéquation entre les valeurs que nous prenons et les pratiques qui ont cours dans le pays, pratiques qui nous condamnaient à être d'éternels opposants, nous avons décidé à Ifanyi, le 22 février 2014, que quels que puissent être les résultats de l'élection présidentielle à venir, le PRD cessera d'être un parti d'opposition et soutiendra résolument le nouveau pouvoir. Et au président Maître Adian Gbedji de préciser à propos de sa succession. Oui, le Haut Conseil des sages de notre parti assumera l'intérim à la tête du parti et organisera le congrès qui désignera notre futur président le jour où je manierai. Je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas de successeur. Je veux seulement vous dire que vous êtes tous mes héritiers, vous êtes tous mes défunts. Il faut dire que d'importantes résolutions ont été prises au terme de ce 4e congrès du Parti du Renouveau démocratique et un haut conseil des sages du PRD a été constitué avec des membres bien dévoilés aux congressistes. Samson, ok, on en parlait tout à l'heure avec Corneille Haïssé. Nous espérons que les appels à l'alternance au niveau à la tête du PRD seront pris en compte par non seulement le président Adrien Gbedji, mais aussi par les cadres du parti, les années à suivre, même si ces cadres font du président Gbedji le brevier du parti. Alors, voilà. Nous allons mettre un terme à ce point de l'actualité sur Matin des Jeunes avec de la littérature. Nous allons lire maintenant Ma résilience, un ouvrage qui enrichit désormais les rayons des librairies et bibliothèques du Bénin. Voilà, Ma résilience, c'est bien le nouveau nom du nouveau livre, voilà, qui enrichit le monde de la littérature béninoise. C'est l'œuvre de Tranquillin Akard Benontin, journaliste au groupe de presse Eden TV Diaspora FM. Voilà, le lancement a eu lieu ce dimanche en présence des professionnels des médias et des personnalités politiques de divers horizons. On va suivre le reportage de Fréjus Serlan et Fiacre Voitan.
Ma résilience, c'est le nouveau-né de la littérature béninoise qui a rassemblé au Bénin Royal Hotel écrivains, artistes, politiques, journalistes et anonymes ce 3 décembre 2017. Un public venu comme pour lancer sa propre histoire, celle des résilients. L'auteur, le journaliste tranquillin Arcade Benontin, fait ainsi une entrée remarquable dans le monde du 5e art. C'est d'abord l'éditeur qui reconnaîtra à son œuvre sa qualité. En mai 2017, nous avons reçu le test de Tranquillin. Et nous vous assurons que des dizaines de manuscrits que nous avons reçus à ce jour, provenant de divers horizons, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, etc., le sien a été le plus surprenant. Et ceci à double titre. D'abord, la forme choisie, l'autobiographie. C'est un genre ou un sous-genre de plus en plus délaissé. La présentation de ce chef-d'œuvre, divisé en 24 chapitres, est ensuite revenue au célèbre prix littéraire du président de la République, Habib Dapogan. Il dévoilera la trame de l'histoire, celle du journaliste Kossi, piqué par le virus de l'immigration et abusé par son entourage. L'histoire d'une résistance à l'impérialisme permanent et impitoyable de la cruauté, de l'animosité ou de la bestialité humaine. Tout ce que je peux vous dire, mesdames, messieurs, c'est qu'après avoir fermé ce livre, j'ai pris froid et j'ai cherché mon téléphone pour demander à Tranquillin. J'espère que ce n'est pas une autobiographie. Depuis Paris en France, la préfacière de Ma Résilience, Sophie Adonon, a renouvelé son soutien à l'auteur et exprimé son émotion face à une autobiographie, une histoire authentique qui colle à l'actualité, l'immigration. Tranquillin Benontin, après avoir énuméré les facteurs qui favorisent ce phénomène, à savoir la mauvaise gouvernance, le mythe de l'Eldorado, n'a pas frémi pour donner sa position sur cette problématique, tirant leçon de son histoire relatée dans Ma Résilience. Pour lui, l'Afrique est le continent de l'avenir. La tentation est vite arrivée. D'accord, on décide d'aller voir de l'autre côté l'Eldorado. Mais j'ai dit dans ce livre que l'Eldorado ne se trouve pas de l'autre côté. C'est chez nous, c'est dans nos villages, c'est dans nos quartiers, c'est dans nos maisons. Le bonheur, pour moi, se trouve partout. Il faut savoir l'extraire. Et c'est l'histoire que j'ai décidé de partager avec nos amis, nos frères, qui ne se laissent pas bercer par tout ce qui vient de loin. Vous savez, parfois ce sont nos propres frères qui nous induisent en erreur. Il fait 5 ans en exil, il fait 10 ans, il rentre avec 5 000 € en poche. Il a économisé pendant 5 ans, 10 ans, pour venir s'offrir 2 semaines de repos à Cotonou. Et c'est l'occasion pour eux, de vous montrer que ouais, il vit très bien, je suis rentré de Paris, je suis rentré des États-Unis, voilà, tout ça. C'est faux. Donc c'est cette histoire que j'ai voulu mettre à la disposition du public de mon pays et des Africains pour qu'ils comprennent que nous militons pour cette Afrique-là qui gagne avec ses compétences, avec ses fils. Après la phase des débats, la marraine de l'événement, l'honorable députée Claudine Afiavi Prudencio, a emporté le premier exemplaire dédicacé avec la somme inédite de 3 millions de francs CFA à l'issue de la vente à l'américaine. Merci à Tranquillin aussi pour avoir pris son temps pour pouvoir écrire ce livre. J'encourage la jeunesse à continuer. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis avec la jeunesse. Si vous faites comme Tranquillin, vous me verrez de jour comme de nuit à vos côtés. La résilience, c'est plus que résister, c'est aussi apprendre à vivre, disait Boris Cyrulnik. La résilience, c'est extraire son bonheur de son milieu, nous dit Tranquillin Arcade Benontin. Ma résilience, à lire, pour s'imprégner de sa résilience aussi. Eh bien, Samson, ok, c'est tout. Oui, Loris Félix d'abord, c'est bien la fin donc, du bulletin de l'information sur DNTV. Lisez la résilience, si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, on va installer maintenant le conducteur de moto-taxi en vous. Zim, c'est la rubrique qui suivra. Il a non. Justin Noudemessi, il a 20 ans d'expérience dans le domaine de la conduite de mototaxi. Il se prononce aujourd'hui sur l'insalubrité des caniveaux à ciel ouvert de Cotonou. Maintenant, il y a là, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. On m'appelle Noudemessi Justin. Voilà. Et sur ce sujet, j'interpelle le maire par intérim,
de la mairie de Cotonou. En l'occurrence, monsieur, rappelez-moi le nom, monsieur Yonfon Isidore. Et nous n'allons pas dire qu'il n'est pas en train de faire d'efforts. Il est en train de faire d'efforts. Mais nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Il n'a qu'à doubler encore ces efforts pour qu'on ne trouve plus des ordures par-ci et par-là. Même dans les rues, il y a des trous dans les rues, sur les pavés, un peu partout. Il faudrait que le maire de la mairie de Cotonou, par intérim, jubile les efforts pour que ces trous-là, qu'on ne les trouve plus sur les pavés. Et je lance un appel aux citoyens béninois que nous sommes. Beaucoup sont en train d'opérer avec l'incivisme. Je parle d'incivisme parce qu'il y a des lieux qu'on peut déposer des ordures. Parfois, on trouve les ordures dans les trottoirs. Ce n'est pas correct. Et nous avons la police municipale. Quel est alors le rôle de la police municipale à Cotonou? La police municipale ne doit pas aller rester dans les carrefours. Normalement, la police municipale doit veiller à ce que les citoyens béninois ne jettent plus des ordures n'importe comment. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Communiqué de presse du comité technique du RAVIP relatif au lieu d'enrôlement. Dans le cadre des opérations d'enrôlement, le président du comité technique de pilotage du RAVIP informe les citoyens et toutes les personnes vivant au Bénin qu'ils peuvent se faire recenser partout où est disposé le matériel d'enregistrement des données prévues à cet effet et sous la conduite des agents de recensement. Par conséquent, le président du comité technique de pilotage du RAVIP invite toutes les personnes commises à l'opération de recensement à respecter ce principe et à faciliter aux citoyens la jouissance de cette mesure visant à réduire la durée d'attente des citoyens dans les centres d'enregistrement. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP en appelle au sens patriotique des citoyens et les invite à la patience pour se faire recenser dans le calme et la tranquillité. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP, Jean Arol. Eden chez vous. Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moindre coût en cette période de fin d'année. Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 119 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. Vous êtes les bienvenus dans le débat Faire croiser l'industrialisation, un leurre pour nos pays. C'est l'interrogation au menu de votre débat Faire croiser avec Peggy Ludovic Dagba et son invité. Bonjour,
Bonjour à vous, Loris Redi, d'abord, chers amis téléspectateurs auditeurs, bonjour. Pourquoi cette question? Simplement, vous demanderez-vous derrière, et bien sûr, sinon devant vos postes récepteurs. Vous le savez, l'économie reste l'épine dorsale de toute une nation. Et lorsqu'elle se développe, c'est le bien-être des citoyens qui, ma foi, est établi et se produit. Mais quand c'est pas le cas, eh bien, vous comprenez aisément ce que nous vivons. Et là, on se pose de 1000 questions. Pourquoi l'industrialisation et pourquoi c'est pas une réalité chez nous? Nous allons arpenter, et bien sûr, ce milieu aujourd'hui pour en comprendre un peu les raisons, les éléments qui expliquent la chose et les possibles portes de sortie afin que l'industrialisation ne soit plus un leurre dans nos pays. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons avec nous Wilfried Monod. Il est journaliste et spécialiste des questions économiques, directeur de publication du journal Économie Plus. Monsieur Monod, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Loris. Bonjour monsieur. C'est une question majeure, mais avant de l'aborder, vous savez, nous sommes dans le mois consacré à la lutte contre le sida. Vous avez vu eh bien, les productions que diffuse Eden TV sur le mal. Très rapidement, une petite réaction de votre part. Parce que c'est aussi un frein au développement économique. Naturellement. J'apprécie l'engagement de Eden TV, qui doit être l'engagement de nous tous, pour que nous ayons une force de travail en bonne santé. Et vous savez que beaucoup de porteurs de ce virus s'ignorent. Et c'est pourquoi, à l'occasion de ce temps que vous m'offrez pour m'opiner là-dessus, j'inviterai les Béninois à aller se faire dépister pour connaître leur état sérologique. Aujourd'hui, le mal est mieux maîtrisé et on peut avoir des soins précis pour permettre aux porteurs de ce virus de vivre plus longtemps. J'ai écouté une dame qui a fait déjà plus de 30 ans en tant que personne vivant avec le virus dans le corps. Donc aujourd'hui, les progrès de la médecine offrent cette opportunité. Donc il n'est plus question de rester dans l'ignorance de son statut sérologique. Merci vraiment pour ce mot, parce qu'il faut quand même pouvoir connaître son état sérologique. Il ne faut pas rester dans l'ignorance, il ne faut pas dire « je ne l'ai pas, c'est fini ». Non, il faut aller faire ce test pour savoir réellement de quoi il est question. Et si jamais ce n'est pas ce que vous souhaitiez, eh bien, les structures existent pour la prise en charge qu'il faut. Donc, sans problème, vous venez de le dire, au moins 30 ans de vie pour une dame qui donc porte le virus. Alors ça veut dire qu'on peut porter le virus et bien vivre. Revenons très rapidement à notre propos du jour, l'industrialisation, un leurre pour nos pays. On va commencer déjà par voir un peu quelle place le PAG, le Programme national du gouvernement, fait donc à l'industrialisation. Oui, vous savez que pour parler de ça au Bénin par exemple, il faut voir quel est le contexte. Et depuis 1990, le Bénin a fait une option du libéralisme économique et qui demeure un pays pauvre, un des pays pauvres de la planète, vous savez. Et donc, au Bénin, le secteur industriel demeure embryonnaire et opère essentiellement dans l'informel. L'enjeu pour la gouvernance économique est de parvenir à un taux de croissance qui permet de faire reculer effectivement cette pauvreté. Et pour pouvoir améliorer cette croissance, il faut créer de la plus-value, et ce qui revient essentiellement au secteur industriel. Et depuis les années 2000, le Bénin a renoué effectivement avec la croissance, mais cette croissance est tellement faible puisqu'elle évolue en dents de scie et aussi entre 2 et 5,4%. C'est vrai, cette année, on espère 5,5% et projeté pour 2018, 6% de taux de croissance. Alors, l'économie béninoise est caractérisée par 3 secteurs. Le secteur primaire qui contribue à 37% du PIB et qui emploie 48% de la population active,
contre un secteur secondaire qui devait être normalement le secteur porteur de cette économie qui contribue au PIB à 14% seulement et qui emploie seulement 16% de cette main-d'œuvre. Le secteur tertiaire qui contribue à 49%. Donc vous voyez un peu déjà que le secteur industriel n'est pas très bien loti chez nous. Et le PAG du gouvernement du président Talon a fait l'option de créer les conditions de développement des industries de transformation pour accroître les exploitations, pour accroître les exportations et réduire l'importation. Vous me direz que c'est un objectif noble, mais nous peinons jusque-là à voir les signes forts. Nous espérons, comme le ministre d'État s'est engagé, que 2018 sera l'année où on aura des résultats. On va commencer par avoir des réalisations. Vous êtes d'accord qu'avant de faire 1000 km, il faut poser le premier pas, ensuite le deuxième, et continuer et maintenir. Je crois que le gouvernement est en train de faire ce travail de déblayage, ce travail pour vraiment c'est ce que nous espérons. Déblayer l'horizon afin que les actions qu'ils ont prévues puissent être posées de manière inéluctable. C'est ce que nous espérons pour que, enfin, le Bénin puisse saisir toutes ces opportunités qui s'offrent au pays, tant au niveau de la sous-région où nous avons près de 300 millions de consommateurs qui attendent les produits béninois. Nous avons, dans l'espace CEDEAO, nous avons les accords avec l'Union européenne, tout sauf les âmes. Et nous avons l'AGOA avec les États-Unis qui nous offrent des opportunités d'exporter nos produits, mais jusque-là, très peu saisis par les Béninois. Je disais toujours qu'au niveau des objectifs du gouvernement, le gouvernement compte faire la promotion du commerce intracommunautaire par la mise en place de mécanismes d'appui au financement des PME et des PMI, des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Donc vous voyez bien que le gouvernement au Bénin a bien pris le problème à bras le corps. Et qu'est-ce qui fait alors que dans ce secteur, on n'arrive pas à aller vers la production, la productivité, j'allais dire, c'est lié beaucoup plus au problème de facteurs de production. Et parmi ces facteurs de production, nous avons des défis, nous avons des problèmes à résoudre. Voilà. Vous savez que le premier défi ici, c'est l'accès à l'énergie. L'accès à l'énergie où l'énergie n'existe pas en plein temps. La disponibilité fait défaut. Et à côté de cette disponibilité qui aujourd'hui se met de plus en plus en place, parce que le gouvernement travaille essentiellement à ce que le Bénin puisse atteindre l'autonomie énergétique. Mais à côté de ce défi de disponibilité, il y a aussi le coût qui est un facteur en lien. Le coût de production. Le coût de l'énergie, de l'électricité. La production de l'énergie. Pas de la production. Lorsque déjà la mise à disposition. Je ne vais pas parler du prix, si vous voulez, je parle du prix. Parce qu'au niveau de l'entreprise, le prix de l'électricité devient un coût de production. Donc c'est pourquoi je parle du coût de l'électricité pour l'entreprise qui est à un niveau inhibé d'inhibition qui plombe le prix de vente des entreprises, parce qu'on ne peut pas produire à un prix, à un coût et vendre à un prix moins que le coût de revient de son produit. Et l'autre difficulté aujourd'hui ou défi des entreprises industrielles, c'est l'absence d'institutions financières qui puissent accompagner les projets industriels. Et au niveau de ces institutions financières, on n'a pas, il y a le taux aujourd'hui qui est aussi trop élevé, le taux de financement du capital qui est trop élevé, ce qui fait que très peu d'entreprises ont accès à ces crédits. Mais quelle serait la solution à ce niveau-là? Parce qu'il faut quand même que, un peu à l'image de ce qui se fait dans l'environnement, où nous avons la banque
de l'habitat qui étudie les projets, essaie de voir la pertinence et quelle formule utiliser pour que ces projets puissent voir le jour. Est-ce qu'on ne peut pas penser à quelque chose du genre dans le domaine de l'industrialisation, vu que ici, vous l'avez dit, les marchés existent. Nous avons des organisations sous-régionales, régionales et même internationales, et qui sont prêtes à nous aider à écouler nos produits. Donc, c'est plus sûr ici. Oui, mais vous savez que au niveau de nos banques, nous avons un cycle très court de financement. Nos banques ne s'engagent pas dans les projets à long terme. Et c'est ça qui fait que les types de crédits ne sont pas adaptés aux projets industriels. Mais là, à ce niveau, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à des banques spécialisées? Nous avons eu au Bénin l'African Investment Bank qui devait s'intéresser exclusivement au secteur industriel. Nous avons aussi la BAIC, d'accord, qui a fait son expérience dans le domaine. Mais puisque les produits que ces banques mettent sur le marché ne sont pas adaptés aux besoins des entreprises industrielles, l'AIB a dû fermer ses portes. Aujourd'hui, le gouvernement vole au secours de la BAIC, ce qui fait que les produits ne sont pas adaptés. Et donc, pour que ces banques deviennent viables chez nous... Si ces produits ne sont pas adaptés, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce à dire que ces banques n'ont pas vraiment fait les études qu'il faut pour noter les besoins qui sont sur le terrain et s'adapter à ces besoins-là? Je ne veux pas aller dans ce sens avec vous, mais je remarque simplement que ces banques ont des difficultés à offrir les produits qu'il faut à ce secteur qui est vraiment dans le demandeur. Les entreprises on ne peut pas comprendre que de crédit. On ne peut pas comprendre que le marché existe et que les structures qui sont quand même intéressées par ce marché-là ne puissent pas faire ce qu'il faut. Il se fait que le taux d'intérêt n'est pas intéressant. Mais on peut agir là-dessus, non? Mais les banques n'ont pas accès à des ressources longues. Elles ont beaucoup plus accès à des dépôts, où c'est des dépôts à vue. Donc, il y a des dépôts à terme. Combien d'opérations de dépôt à terme il y a dans nos banques qui permettent aux banques de dégager vraiment des ressources? Donc, puisqu'on n'a pas, les dépôts à terme ne sont pas sur de long terme, les banques ne peuvent donc pas s'engager aussi à financer des opérations de long terme. Donc, elles sont obligées d'aller sur des opérations à cycle court. Or, pour que les entreprises industrielles puissent mieux fructifier, d'abord, il y a le temps de construction de l'usine, de l'industrie, le temps d'exploitation, avant de commencer par générer les flux bénéficiaires et maintenant s'engager à payer. Ça n'arrange pas forcément les banques. Ce qui fait que les banques qui s'intéressent vraiment à qui veulent se spécialiser à ce secteur ont besoin d'avoir elles-mêmes accès à des ressources beaucoup plus longues. Alors il y a nécessité d'harmoniser les politiques à l'interne comme dans la sous-région. Et c'est l'un des défis qui se posent au gouvernement. Vous avez vu, dans les objectifs eux-mêmes, le gouvernement s'engage à améliorer, à faire la promotion du commerce intracommunautaire en mettant beaucoup plus en place le mécanisme d'appui financier aux PME et PMI. Donc, lorsque l'État, à travers la Banque centrale, mettra la politique qu'il faut en place pour le financement de ces entreprises, vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus d'intérêt à aller aux entreprises à produire et améliorer déjà leur productivité. Excusez-moi de m'accrocher un peu quand même à cette affaire de financement des initiatives industrielles. Est-ce que quelque chose n'est-il pas à faire finalement? Parce que là, vous l'avez dit, vous ne voulez pas aller sur le terrain, mais le problème est là. On a besoin de moyens financiers pour l'industrialisation. Est-ce que l'État, à son niveau, au sommet, ne peut-il pas prendre des options quand même allant dans ce sens? L'État peut aider à la création de ces banques-là, à la facilitation de mise à disposition. C'est certainement
C'est certainement cet objectif que le gouvernement de M. Talon aujourd'hui a compris et a épousé en rentrant aujourd'hui dans le capital de la BIC pour permettre à l'entreprise d'avoir un nouveau souffle. De ne pas fermer. Non seulement de ne pas fermer, mais d'avoir un nouveau souffle parce qu'il faut augmenter le capital. On pourrait lire autrement. Je ne voudrais pas aller sur l'information que l'agentier a servi, parce que lorsque les banques ont des difficultés, ce n'est pas à mettre sur la place publique. Parce que imaginez que suite à cette information de faillite d'une banque de la place, tous les déposants s'alignaient devant cette banque ou devant les autres banques pour retirer leur avoir, leur dépôt. Vous imaginez les conséquences que ça peut avoir. C'est quand même de la responsabilité des dirigeants de dire la vérité à leurs citoyens. La vérité est beaucoup plus en termes de veille. Il faut veiller à ce que les indicateurs de ces banques ne virent pas au rouge. Nous avons suffisamment d'indicateurs qui sont déposés au niveau de la Banque centrale, pas décade, pas trimestre, pas mois et pas semestre. Donc les informations sont au niveau de ces entreprises, de ces banques, sont telles que les autorités bancaires devaient pouvoir tirer sur la sonnette d'alarme au niveau de ces banques pour ne pas les laisser aller à cet extrême pour mettre en péril l'économie. Parce que lorsque on arrive à avoir de ces informations, ça augmente le risque au niveau des entreprises qui ont leur avoir dans ces banques. Donc il faut cacher cette information je ne dis pas de cacher à la clientèle. Je ne dis pas de cacher cette information à la clientèle, mais il faut que éviter que de telles informations soient à servir. Vous voulez me faire dire ce que je ne veux pas dire. Non, je ne veux pas dire ça. Parce que, je dis bien, on peut dire qu'une banque a des difficultés. On peut pas dire qu'elle est en faillite. Vous avez vu, comme on a présenté le cas de la BAIC, par exemple. Autrement dit, l'information aurait pu être traitée dans les coulisses. Voilà. Parce que ça jette, en fait, un problème. Ça pose un problème sur le marché bancaire béninois. De crédibilité. Et ça, c'est lié beaucoup plus à quoi? C'est les mêmes entreprises qui sont clients de toutes ces banques-là. Et ces entreprises sont en difficulté. Autrement dit, dans beaucoup de banques, nous avons des créances mortes. Où on a fait des provisions jusqu'à ce qu'on a dépassé même les 100% de provisions depuis des années. Et les banques ne peuvent pas les récupérer aujourd'hui parce que les entreprises ont soit travaillé pour l'État, soit ont engagé des affaires qui n'ont pas prospéré. Donc vous voyez que lorsque votre économie dispose de beaucoup d'entreprises qui se trouvent dans cette situation, ça fait c'est un serpent qui se mord par la queue. Donc tout se tient. Il faut beaucoup plus apporter l'assistance qu'il faut, les conseils qu'il faut à ces banques pour qu'on n'arrive pas à ces situations d'administration provisoire. Autrement dit, vous confirmez l'intitulé du sujet abordé. Donc c'est un leurre. Ce n'est pas un leurre. Là, nous sommes au niveau des banques, mais ce n'est pas au niveau des industries, puisque le potentiel existe. C'est vrai qu'il y a cette difficulté, et l'autre difficulté auquel ces industries font face chez nous, c'est la concurrence déloyale. Vous voyez, nos pays sont envahis par des produits manufacturés qui viennent de l'extérieur, produits importés et qui sont beaucoup plus compétitifs que les produits locaux. Et donc, le choix est vite fait par le consommateur qui préfère un produit qui lui revient moins cher. Mais l'autre difficulté aussi qui est aussi prise en compte, qui est à prendre en compte, c'est le défi de la formation de la ressource humaine. Et comme j'ai l'habitude de dire, la ressource humaine est le premier capital sur lequel il faut travailler pour qu'il soit de qualité. Lorsque ce capital-là est efficace et efficient, les autres facteurs sont maîtrisables. Qu'est-ce à dire que ici au Bénin, la main-d'œuvre est peu qualifiée? Mais vous savez, par exemple, lorsque on a besoin de faire une industrie, on a besoin des qualifications comme mécanique générale, on a besoin des ingénieurs en mécanique,
hein, on a besoin des ingénieurs en soudure, par exemple, ce qui n'est pas, ce qui ne coupe pas les rues chez nous, par exemple. Mais si. Oui. Il y en a, mais il n'y en a pas suffisamment. Les packs en fournis. Pardon? Les packs en fournis, mais comme je dis, quand on a besoin de ces main-d'œuvre qualifiées, généralement, quand les bateaux accordent ont des difficultés, ils sont obligés de faire appel à des ressources humaines qui viennent d'Abidjan. C'est une mauvaise foi. Ce n'est pas une histoire de... Vous pouvez en trouver ici. Vous savez, l'expérience et la qualité du service et le temps, la disponibilité, tout ça rentre en compte dans la productivité et l'efficacité d'un service. Le désert de compétences, c'est pas je ne vais pas aller dans ce sens encore, parce que j'appelle simplement... Pourquoi vous évitez d'aller dans les le chef de l'État l'a dit. J'ai dit bien, nous avons beaucoup de débats autour. Le problème du Bénin, c'est un élément que vous mettez là. Nous avons beaucoup plus de diplômés. Nous avons beaucoup de diplômés au Bénin. Mais en termes de... diplômés académiques. Académiques, si vous voulez. Mais en matière d'opérationnalité... Vous voulez parler de l'expérience. De l'expérience, ça pêche. Ça pêche. Donc il faudra y remédier. Il faudrait qu'on travaille à ça. Aujourd'hui, il y a un autre défi, l'accès à la terre. La plupart des entreprises industrielles ne sont pas propriétaires de la parcelle sur laquelle elles fonctionnent. Et lorsque ils ont des contrats, des baux amphithéotiques, il ne leur est pas possible de transformer ces baux en péage ou en titre foncier pour pouvoir bénéficier aussi de garanties afin d'avoir un financement auprès des banques. Donc voilà aussi des difficultés que ces entreprises ont. Donc globalement, l'Association nationale des industries du Bénin ne manque d'appeler à ce que le gouvernement puisse les écouter, les accompagner pour lever ces défis-là, afin qu'ils puissent rentrer dans la productivité au niveau de l'économie béninoise. Wilfried Monod, je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques, et il y a toute publication de journal Économie Plus avec vous. Nous sommes en train de chercher à comprendre un peu pourquoi l'industrialisation n'est pas encore une réalité. Et pour continuer quand même dans cette question, on parlera maintenant des contraintes. Il y a des contraintes pour qu'on puisse vraiment parler d'une industrialisation efficiente pour nos pays. Alors, dites-nous, quelles sont ces contraintes-là? La première, peut-être, tournerait autour de la structuration des entreprises au Bénin. Oui, la structuration des entreprises au Bénin montre déjà pourquoi ces entreprises peinent à se développer. Mais pourquoi vous décelez la structuration comme étant une des contraintes, la structuration des entreprises? Mais vous imaginez que les entreprises, par exemple, lorsqu'on prend la localisation des entreprises industrielles, elles sont toutes concentrées dans les zones urbaines, contrairement au milieu où il y a la production des matières premières qu'elles vont utiliser. En principe, les industries devraient être à côté de la production, des champs et autres, de telle sorte que, très rapidement... C'est ce à quoi on devait s'attendre. Mais lorsqu'elles sont en milieu urbain, ça génère alors la nécessité d'avoir un service transport qui vient augmenter les coûts, se greffer au coût de la production. Vous voyez. Nous avons, comment on appelle, le niveau d'instruction des chefs d'entreprise qui est aussi un problème au niveau de la structuration. D'accord. Nous avons les types d'entreprises, d'accord, industrielles. Chez nous, le secteur qui concentre plus de 50% des industries, c'est le secteur bois et ameublement.
Donc c'est seulement à ce niveau que vous imaginez, on espère dire que le Bénin est industrialisé, c'est ça? C'est ça qui pose problème. Vous imaginez, on a beaucoup de scieries, c'est des industries. On a beaucoup de scieries, donc c'est eux qui font le sciage, le rabotage des bois. Du domaine. Qu'est-ce qui explique que ce soit ce secteur seul qui soit le plus développé? Non, je n'ai pas dit que c'est le secteur le plus développé. C'est le secteur qui concentre. Le bois qui concentre vraiment. Qui concentre, alors que le Bénin n'est pas un pays aussi vert que ça, forestier, à ce que je sais. C'est vrai qu'on a quelques essences. Les forestiers ne seront pas d'accord avec on a quelques essences. On a un des couverts végétaux les plus développés de la sous-région. Vous avez bien dit de la sous-région. Oui. Comparé au Gabon, par exemple. Comparé au Cameroun. Vous savez que le Gabon, géographiquement, c'est pourquoi je dis un pays, comment dire, un pays forestier. Oui, c'est pourquoi je dis. Nous n'avons pas la même pluviométrie. Nous n'avons pas la même pluviométrie, donc nous n'avons pas suffisamment de forêts, nous n'avons pas d'arbres de gros volume cylindrique qui puissent permettre vraiment à ces entreprises industrielles dans ce domaine de donner le meilleur pour l'économie. Donc ça fait que, et vous verrez aussi, ces entreprises sont sous-employées, d'accord? Parce que la matière première n'est pas toujours disponible. N'oubliez pas que quelques années derrière, les acteurs du secteur étaient aux abois et criaient que les Indo-Pakistanais venaient leur ravir la vedette et qu'ils n'avaient pas la matière première pour travailler. Il y a même des décisions qui ont été prises pour interdire l'exploitation. Voilà déjà des choses. Bon, combien, si ce secteur concentre déjà un flux important d'opérateurs, alors que nous avons besoin de beaucoup plus manger, nous voulons beaucoup plus d'entreprises dans le secteur agroalimentaire, nous voulons des entreprises industrielles dans l'aviculture, dans l'élevage, par exemple, dans la branche bovine. Les métiers de la bouche. Voilà, les métiers de la bouche. Vous voyez qu'on aurait beaucoup plus vraiment de la matière pour contrecarrer ou contrebalancer ce que nous importons. N'oubliez pas qu'au Bénin, en 2006, nous avons eu près de 800 milliards d'importations au Bénin. Et ça fait un potentiel. Si tous ces milliards pouvaient rester au niveau de l'économie locale, on aurait déjà permis quand même à l'économie d'avoir suffisamment de sang neuf. C'est dommage, mais nous arrivons déjà au terme de cette émission. C'est allé si vite. Très rapidement, en guise de conclusion, sur quoi doit-on insister vraiment pour que l'industrialisation soit quand même une réalité chez nous? Non, je crois quand même que le président a fait une option qu'il faut saluer, la création du ministère des petites et moyennes entreprises. Qui, si ce ministère prend réellement le problème des petites et moyennes entreprises à cœur, déjà n'oubliez pas que c'est le secteur de l'artisanat qui constitue le maillon de base de l'industrialisation. Et donc, lorsque les problèmes, les défis seront levés, en matière d'énergie, en matière de financement, en matière d'accès au financement, en matière d'accès aux ressources de qualité, aux ressources humaines de qualité, donc à la main-d'œuvre de qualité. Lorsqu'on aura résolu aussi un problème plus ou moins déjà corrigé avec l'accessibilité, la loi sur le compte foncier. Donc, lorsqu'on va relever tous ces défis-là, les entreprises industrielles se sentiront vraiment en position de pouvoir faire de mieux. Il faut aussi appeler aussi les Béninois à s'intéresser à l'actionnariat de ces entreprises. Dans le secteur, dans la structuration, la plupart des entreprises industrielles sont individuelles, des entreprises individuelles. Donc, on ne peut pas faire confiance à un individu en matière, pour lui laisser entre les mains des milliards, parce que le secteur a besoin de beaucoup de milliards pour être
est transformée. Donc il faut appeler aujourd'hui les Béninois à transformer leur entreprise beaucoup plus en entreprise de capitaux. D'accord. Comme ce qui se fait ailleurs. Comme ce qui se fait ailleurs. Et la plupart des entreprises industrielles au Bénin ont un capital de moins de 100 millions. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire de façon structurelle avec un capital. Il y a des entreprises centenaires. Donc, qui restent dans le temps. C'est vrai. Chez nous, on n'en a pas qui est déjà autant d'années, mais nous avons des entreprises industrielles qui ont plus de 25 ans au Bénin. Il faut les encourager en leur permettant quand même d'avoir, en levant les goulots d'étranglement par rapport aux défis que nous avons parlé. C'est notre appel essentiellement pour que l'industrie puisse jouer son rôle dans l'économie, qui est la création de la plus-value et la création de l'emploi. Si vous le voulez bien, nous allons reprendre date, rendez-vous pour peut-être discuter de ce sujet. Pourquoi nous n'avons pas des entreprises centenaires en Afrique, au Bénin particulièrement, parce que ça fait quand même plusieurs années. Depuis 1960, le Bénin est indépendant, par exemple. Nous sommes en 2017, mais on n'a pas une entreprise, par exemple, qui est traversée tout ce parcours de l'indépendance du Bénin. Pourquoi? On a au moins une entreprise qui a traversé, mais n'a pas gardé le même nom de tout le temps. D'accord. Donc elle ne l'a pas fait. Alors que l'entreprise... Si elle n'a pas gardé le même nom, elle ne l'a pas fait. Non, vous savez... Parce que le premier nom, je suppose, est mort à un niveau donné. Non, l'entreprise a l'entreprise repris vie peut-être. L'entreprise peut faire du rebranding. D'accord. L'entreprise peut faire du relooking. Pour échapper au fisc. Non, pas forcément pour échapper au fisc. Je ne vais pas nommer une société, mais je prends une société qui, au Dahomey, avait un nom, et parce qu'on est devenu Bénin, elle a changé. Ne me dites pas que l'entreprise a changé. Mais en tout cas, nous allons en discuter pour comprendre un peu les raisons et puis et surtout les intérêts qu'il y a à vivre au moins 100 ans, 200 ans, pourquoi pas. Merci à vous, Wilfried Bonneau. C'est avec vous que nous avons fait le débat économique aujourd'hui. Nous sommes mardi et nous espérons que mardi prochain, on aura encore un autre sujet autant croustillant. Merci d'avoir été là. Et on quitte les méandres très sérieux de l'économie, des finances, de l'industrialisation avec vous, Peggy de Midagba, et votre invité. On va maintenant célébrer l'Eucharistie de la bonne humeur. On va danser, on va suivre la chansonnette. C'est qui le prêtre? Le prêtre, c'est Arnaud Bory Agoua, le chantre de la bonne humeur. Et bien, il passera à nous proposer la chansonnette et à ses côtés, Ahmed Aripa pour la sélection d'Eden. Eden chez vous. Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moindre coût en cette période de fin d'année. Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 119 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Eden chez vous. Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moindre coût en cette période de fin d'année.
Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 79 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. Oui. Arnaud Mori Agua est sur ce plateau, vous l'aurez remarqué. Si vous ne l'avez pas remarqué, moi je vous le signale. Il est là. En face de lui, Ahmed Arikpa. On va suivre avec vous Ahmed Arikpa. Bonjour. Oui, bonjour Loris, bonjour Maury, bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. La sélection d'Eden. Évidemment. Juste après la chansonnette. Bonjour Maury. Bonjour Fredy Loris d'abord, bonjour Ahmed Arikpa, bonjour aux téléspectateurs d'Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Nous sommes tout oui. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir un politologue, il a nom Francis Laleye. C'est lui qui a poussé la chansonnette juste après. Nous allons revenir pour dire certainement ce que nous avons ressenti à travers cette chanson que nous aurions suivie. L'homme que je suis n'est que misère et poussière devant toi, Seigneur. Au moment où prend fin, ô mon Dieu, mon pèlerinage sur cette terre, daigne m'accepter dans ta maison, ô Père très bon. L'homme que je suis n'est que misère et poussière devant toi, Seigneur. Au moment où prend fin, ô mon Dieu, mon pèlerinage sur cette terre, daigne m'accepter dans ta maison, ô Père très bon. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Pour tout comprendre sur la grille tarifaire, non seulement de Eden TV, mais de Diaspora FM aussi, appelez le 62 79 32 32. Alors, entre-temps, l'enseignant du supérieur Francis Laleye s'est prêté à votre exercice. Tout à fait, le politologue, il s'est prêté à notre exercice, cet exercice de pousser la chansonnette. Et cette chanson-là, il faut dire qu'il y a beaucoup de Béninois qui l'aiment à travers le message qu'elle véhicule. On dit souvent que cette occasion de la chansonnette, c'est un moment de distraction. Mais il faut dire aussi qu'il y a de ces personnes-là qui poussent la chansonnette et à travers leurs chansons, cela invite à la méditation. Et je pense que c'est ce que véhicule la chanson que nous venons de suivre. Voilà ce que je voulais dire. Outre ce message, Arnaud Mori Agua, il faut rappeler, il faut revenir sur la disponibilité de ces professeurs, de ces personnes ressources que nous sollicitons, que ce soit pour des reportages ou pour beaucoup d'autres rubriques, qui manifestent leur disponibilité. Il faut le leur reconnaître. Oui, il faut le leur reconnaître. Ce sont quand même des cadres d'un certain niveau, très occupés, qui ont un emploi du temps très chargé, mais qui
chaque fois sollicités, répondent quand même présents. Donc Oui. il faut le reconnaître et leur dire merci. Hein. Donc on peut contenir et rester simple et disponible. On peut être un cadre, on peut être aussi immense, on peut être une éminence grise comme le professeur Topanou que nous sollicitons de temps à autre, toujours disponible à nous éclairer sur des sujets liés bien évidemment à leur domaine. Merci franchement. Et aussi, il faut remercier ces cadres, ces personnalités aussi qui acceptent spontanément de pousser la chansonnette. C'est vrai que certaines personnes parfois sont très surprises quand on leur demande de chanter. Il faut vraiment les amener à négocier avec eux, à leur expliquer le concept avant que finalement, ce qui est normal, avant que finalement ces personnes les sensibilités. Il faut respecter aussi les disponibilités, aussi les réalités que vive la personne en ce moment. Je suis d'accord. Précis, voilà, où l'on le sollicite. Arnaud Moriagua, merci. Merci. Restez pour suivre la sélection. Avec plaisir. Vous savez, c'est un exercice difficile pour vous de rester dans ce schéma très concis et succinct, trop sérieux. Vous l'avez réussi aujourd'hui, bravo. Alors, on va essayer l'autre, voir s'il pourra le faire. Bonjour, Ahmed Harikwa. Bonjour, Loris, ou plutôt rebonjour, même si il paraît que ça ne se dit pas. Ben rebonjour, je le dis quand même. Ça se dit pas, mais tu le dis. Tu le répètes. Je le dis quand même, je le répète, ouais. Et j'assume complètement. Supposez que vous êtes totalement. Vous êtes auteur de ce que vous êtes auteur, même si vous n'avez pas écrit de roman, même si vous ne l'avez pas encore fait. Vous êtes auteur. Il y a mon patron qui a écrit, donc c'est comme si c'était moi. C'est pas vous, hein. C'est pas vous. Je vous parle, chers amis, ce matin sur Matin d'Éden. C'est la sélection d'Éden. C'est moi. Si vous devez écrire un roman, j'imagine quel type de roman. C'est mon temps d'antenne ou pas? Il écrira ma musique. C'est mon temps d'antenne ou pas? Je peux y aller? Oui, allez-y. D'accord. Sélection d'Éden ce matin, chers amis, sur Matin d'Éden, pour faire un petit focus sur un artiste béninois qui a des origines françaises aussi. Il faut savoir que son père, il est togolais et que sa mère, donc, elle est bénino-française. Et à l'état civil, c'est Tronou Charlemagne, nom de scène Charlity. Charlity avec un nouveau single depuis quelques petites semaines maintenant. Maurice, ça vous dit Charlity? Charlity, ça veut dire charité. Ça veut dire charité. Et le T, on l'a mis ça en anglais, ça veut être T. Donc, justement, charity. Charles pour Charlemagne. Si vous dites Charles Guédou, Charlie Guédou. Voilà, Charlie Guédou, ouais, ça vous parle. Ne savez pas. Ou Charlie Tossou, vous dites. Oui, ça vous dira que c'est ça. Mais T, ça ne vous dit rien. On évolue. Bon, à savoir, il est né le 17 juillet 92 à Lomé, je disais donc très jeune. Très jeune, son père qui est donc togolais quand même, et sa mère donc qui a des origines françaises, qui est béninoise aussi, il faut le savoir. L'artiste qui a été donc très vite influencé par la scène hip-hop. Et oui, très vite influencé donc par le hip-hop et le R&B et tout. D'abord à Lomé évidemment où il a grandi, il a fait une bonne partie donc de son enfance jusqu'à l'âge de 14 ans quand même, où il a monté d'ailleurs un premier groupe avec un ami, Weds Didi. Ils ont participé donc à beaucoup de challenges organisés à Lomé en son temps. Après, surviendra un événement malheureux dans sa vie, il va perdre son père et il va donc décider de venir au Bénin pour venir vivre auprès de sa mère et se concentrer aussi donc sur ses études. Et c'est vrai qu'il va vivre aussi quand même certaines situations un peu compliquées qui vont lui forger une certaine carapace qui se ressent d'ailleurs à travers donc ses productions, à travers ses tests surtout. À son actif, il faut savoir que c'est beaucoup de singles quand même déjà sortis. En 2013, il dit donc son premier single intitulé « Ne me juge pas ». Un single, un coup d'essai pour un coup de maître finalement, puisque dès qu'il va sortir ce single-là, les choses vont s'enchaîner très rapidement pour lui. Premier single et un nombre de téléchargements formidable. Il va se hisser en première place donc sur les sites de téléchargement de musique urbaine ici au Bénin. Et je ne pourrais choisir aussi qui sera son deuxième single, succès aussi pour ce single-là. Il faut savoir que courant 2014-2015, il effectuera donc diverses sorties à travers des singles, mais aussi donc des sorties sur scène, des prestations scéniques, il faut le dire. Le point culminant de sa carrière, quand même, qui sera cette collabo avec Renaud King sur le titre Rien n'est gratuit, qui va lui permettre de remporter le trophée du meilleur single, par exemple,
Rap Awards du plus grand festival de rap béninois dont on ne parle plus. Vous en savez quelque chose. Loïs Freddy Davor, pour avoir un animé quand même, hein, faut-il rappeler, sur la chaîne nationale, à un certain temps. C'était quoi déjà le nom de l'émission? Rappelez-moi. Non, c'est vrai, je me rappelle plus. C'est Dynamic Flow, évolue. Dynamic Flow, voilà, la première émission, il parle quand même sur le service public, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas changé encore. Ah ouais, et ça existe toujours. Hein. Ouais. Ben voilà. Fier de cette réussite, donc, celui dont je vous parle, Charlity, il faut savoir donc qu'il va continuer sur cette lancée. Il y a eu, je pense, dans le courant de l'année dernière, si mes souvenirs sont exacts, puisqu'il est passé nous voir l'année dernière, justement, quand le single il était sorti, il était en promo en début d'année d'ailleurs. Tout seul, voilà. Ça, c'est un single aussi qui est sorti donc avec cet artiste formidable. Donc, sur ce morceau-là, il aura travaillé aussi avec un certain Nick Chao, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Le fils de l'autre, qui est aussi donc animateur, mais beatmaker aussi de haut vol, franchement, l'un des meilleurs qu'on ait donc ici au Bénin, qui a travaillé avec lui sur une prod, par exemple, Mon échec est à la mode, single formidable, sorti en son temps. Il nous est revenu en fin d'année dernière avec un autre single trop compliqué, puis cette année 2017, consécration, on va le dire peut-être, on verra donc en tout cas à travers la vidéo qu'on va suivre maintenant, c'est son tout nouveau clip. Et ici, il nous parle de cécité. Aveugle en fait. Non, je blague, pas cécité évidemment. Avec c'est le titre. Et il parle d'amour. On le sait, c'est un chanteur de charme, donc il parle beaucoup d'amour dans ses chansons. Ici, il est aussi question d'amour. Il parle donc de cet amour qui peut rendre aveugle, mais aussi de ces circonstances dans la vie qui font finalement qu'on passe à côté de l'être aimé, qu'on passe à côté de l'âme sœur. Et le regret, on fait le mauvais choix. Et le regret qui suit derrière. Voici Charlity. Voici Charlity, voici aveugle. Ouais, on peut y aller. D'accord. Roxy on the mix. Hey, bitch. C'est le genre de femme qu'on aimerait avoir. C'était pas pour moi. Pour faire sa vie, elle n'attendait que moi. J'avais pas les yeux pour le voir. Je préférais mes amis. Je rentrais dans la nuit. Je trouvais tout dur à dire. Ne rien prendre pour acquis. Maintenant qu'elle est partie, j'en sauve grave le mardi. Elle voudrait que je sois fou d'elle. Elle voudrait que je la soulève. Mets mon cœur dans une poubelle. Mais moi je sais plus où c'est. Je suis pas un garçon pour toi, mais tu souffriras. Tu mérites mieux que moi. Même si c'est tout ça, de voir avec nos gars, non je ne supporte pas. Mais comment j'ai pu être si con, j'aurais dû te mettre la bague au doigt. Que je le veuille ou pas, t'as laissé ton odeur sur mes draps. Le temps répare les blessures, mais la mienne elle cicatrise pas. Allez reviens-moi, tes douces caresses me manquent. T'as touché le goût de ta langue, oui ton beau sourire me hante. Tes douces caresses me manquent, t'as touché le goût de ta langue. Baby, reviens-moi. Le genre de femme qu'on aimerait avoir. Pour faire sa vie, elle n'attendait que moi. Elle voudrait que je sois fou d'elle. Elle voudrait que je la soulève. Mets mon cœur dans une poubelle. Mais moi je sais plus où c'est. Je
c'est tout ça. Te voir avec notre gars, non je ne supporterai pas. Eh oui, Ahmed Aripa. Oui, retour donc sur ce plateau de Maté d'Eden avec le clip qu'on suivait à l'instant pour la sélection d'Eden. C'était Charlemagne, donc 3 noms à l'état civil pour le titre Aveugle, quand l'amour rend aveugle ou encore donc, quand les circonstances liées au quotidien rendent aveugle à telle enseigne qu'on passe à côté de l'être aimé. Et d'ailleurs, ce commentaire qui a accompagné la publication, la sortie donc de ce single-là, quand vous pensez avoir retrouvé la personne idéale, ne la laissez partir donc pour rien au monde. Si vous aviez été aveugle au point de laisser cette personne partir, dédiez-lui cette chanson pour lui dire à quel point elle vous manque. Nouveau single donc pour Charlity. Charlity qu'il faut savoir quand même, qui sera avec nous sur la Musical Info sur Diaspora FM ce vendredi à partir de 11h. Merci Ahmed Aripa. C'est moi. Bonne journée à vous. Merci. Et les auditeurs vous attendent sur la Musical Info. Bien Juste sûr. après vous, ce sera James William Baguidi qui nous conduit ce matin dans la crise du Darfour. On comprendra davantage ce que c'est que la crise du Darfour. Il fera pour nous l'autopsie d'un drame oublié. Et en face de lui, je recevrai Judicaël Polika Païdino pour l'actualité sportive au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde. Dans quelques petites secondes, nous allons installer James William Baguidi pour les clés du monde. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. I know you had me on your mind. Eden chez vous. Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moindre coût en cette période de fin d'année. Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 119 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. Eden chez vous. Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moindre coût en cette période de fin d'année. Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 119 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. Crise du Darfour, autopsie d'un drame oublié, c'est le menu de votre rubrique
les clés du monde. On n'en parle plus que quand de nouveaux soubresauts viennent perturber la tranquille indifférence des grandes puissances internationales vis-à-vis de ce conflit. Et pourtant, au Darfour, des centaines, voire des milliers de personnes continuent de mourir victimes d'un conflit bien utile. Utile. Alors, aujourd'hui, dérangeant et marginalisé. James, dites-nous, après, une brève introduction pour nous préciser ce que c'est que le conflit de cette crise de Darfour, vous nous direz quelles en sont les réelles motivations. Merci Loris Freddy Davo. Je saisis l'occasion pour saluer bien entendu les téléspectateurs et les auditeurs. Si je ne l'ai pas fait. Puisque vous ne m'avez pas donné l'occasion de le faire en son temps. Vous savez, le conflit du Darfour est un conflit qui a occupé une très grande partie de l'actualité internationale entre 2000 et 2010, je dirais, à telle enseigne qu'à l'occasion de l'élection présidentielle en France en 2007, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, qui étaient au second tour, ont été interrogés, c'est un fait assez rare, sur ce qu'ils feraient si l'un d'eux était élu président de la République pour régler le problème du Darfour. Ce conflit était également très prégnant dans l'actualité puisque les États-Unis d'Amérique s'en étaient saisis de façon, je dirais, à bras le corps et présentaient ce conflit-là comme étant un véritable génocide. Et donc le conflit du Darfour, localisé dans la région ouest du Soudan, le Soudan qui était jusqu'à une époque récente le plus grand pays d'Afrique, ce conflit a débuté en 2003. Il se localise donc dans cette région de l'ouest du Darfour qui comporte les trois grandes villes Al-Djenina, Niala et Al-Fasher. Et ce conflit est fondé sur des motivations, comme la plupart des conflits d'ailleurs en Afrique, sur des motivations ethniques, sur des motivations communautaires, sur des motivations religieuses, mais aussi et surtout sur des questions politiques et d'ordre économique. La région du Darfour aujourd'hui est une région où a été découverte ont été découverts des gisements de pétrole. C'est une région pétrolifère donc et qui pourrait normalement remplacer le flux de pétrole que le Soudan a perdu avec la partition du Sud. Vous savez, le Soudan, comme je le disais, était le plus grand pays d'Afrique jusqu'à ce que la partition du Sud ne fasse de la République du Sud-Soudan un État indépendant. Et donc, la quasi-totalité des gisements de pétrole qui faisaient la richesse du Soudan sont passés au Sud et la gestion donc revient au Sud, ce qui a réduit considérablement les flux financiers du Nord. Et donc le Darfour étant lui aussi pétrolifère, en tout cas ayant été découvert et reconnu pétrolifère par les prospecteurs de pétrole, cette région est devenue un centre d'intérêt et le gouvernement du Soudan a mis en tout cas les moyens pour que cette région n'obtienne pas à son tour une indépendance ou une autonomie excessive comme l'a eu le Soudan du Sud. Ce conflit se base donc sur des motifs économiques, comme je l'ai dit à ce niveau-là, surtout sur les ressources pétrolifères dont regorge le Soudan, le Darfour. Mais il y a forcément des questions ethniques qui se posent. La région du Darfour est à majorité noire, à majorité peuplée d'ethnies noires, les Fours, les Agawa notamment, auxquelles s'opposent les ethnies arabes, qui sont les ethnies nomades qui vivent dans la région et qui, les Arabes étant ceux qui sont au pouvoir à Khartoum et qui donc administrent le Darfour. Donc les ethnies d'obédience noire ont une dent contre les Arabes dont ils estiment être, je dirais, pratiquement des esclavagistes ou des dominateurs, des colonisateurs, et ont commencé dans la foulée de l'indépendance du Sud du Soudan et même bien avant l'indépendance du Sud du Soudan, mais dans la foulée de la guerre au Sud du Soudan, à revendiquer à leur tour une indépendance ou tout au moins une autonomie, ce qui a fait naître plusieurs mouvements différents sur la base ethnique, plusieurs mouvements de rébellion au sud, au Darfour, qui ont commencé à combattre le gouvernement, qui se sont d'ailleurs, avec le temps,
disloqués, dispersés. On a une kyrielle de mouvements de rébellion aujourd'hui qui se combattent parfois entre eux, mais qui ont tous un objectif commun également, c'est de combattre le régime, le régime soudanais d'Omar Hassan al-Béchir. Qu'est-ce qui explique, James, selon vous, le fait que cette crise ne soit plus au menu, ne retienne plus l'attention de la communauté internationale? Aujourd'hui, en tout cas, cette crise qui était perçue comme un génocide par les États-Unis d'Amérique, qui était perçue comme une très grave crise humanitaire, qui a provoqué même l'inculpation par la Cour pénale internationale du président Omar Hassan al-Béchir, n'est plus, comme vous l'avez si bien mentionné, au cœur de l'actualité internationale. Et cela, c'est pour plusieurs raisons. Vous savez, les crises qui durent interminablement, finissent par ne plus retenir l'attention de la communauté internationale. Et c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver au Darfour. Le Darfour est toujours en crise, mais aujourd'hui une forme de lassitude s'est installée. Et puis les dirigeants qui s'étaient vraiment intéressés à la crise pour des raisons politiques, de politique intérieure, notamment le président américain George Walker Bush, ne sont plus au pouvoir. Les administrations qui les ont accompagnés à cette époque-là également ne sont plus au pouvoir. Et donc, les nouvelles administrations, et plus particulièrement l'administration du président Barack Obama et pire encore, celle de Donald Trump, se sont désintéressés progressivement du conflit. Donald Trump ne s'en émeut pratiquement pas. Je ne sais pas s'il s'est déjà exprimé là-dessus. En tout cas, ce n'est plus une préoccupation majeure pour la communauté internationale. En Europe également, beaucoup d'administrations ont changé. Ce sont les alliés de la démocratie. Et donc, cette crise ne fait plus partie des priorités de cette communauté internationale. D'autant plus que le pétrole, qui en est l'un des enjeux, le pétrole a chuté drastiquement en termes de coûts et ne constitue plus aujourd'hui une ressource à laquelle on peut donc s'intéresser et espérer attirer des revenus immédiats. Et donc, à partir du moment où le pétrole a perdu un peu de cette valeur, les régions du Darfour qui sont en crise ne constituent plus une priorité pour ces puissances internationales. Et donc, c'est à l'intérieur aujourd'hui du Darfour, entre les ethnies, que se poursuit cette guerre. Le gouvernement soudanais qui arme et alimente des milices arabophones qu'on appelle les Janjaweeds, continue, lui, de son côté, de maintenir cette pression sur les populations dont sont issus les rebelles pour quand même garder la même mise sur le territoire. Et au-delà, la communauté internationale ne s'y intéresse vraiment plus comme c'était le cas par le passé. Alors, James, où en sont les poursuites enclenchées entre-temps par la CPI contre le président sud-soudanais, Omar al-Béchir? Oui, Omar Hassan al-Béchir est toujours poursuivi pour crimes contre l'humanité, tout au moins, crimes contre l'humanité, crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Vous savez, on dirait, Omar Hassan al-Béchir ne peut plus voyager librement partout dans le monde. Beaucoup de pays cherchent à lui mettre la main dessus pour le livrer à la Cour pénale internationale. Vous aurez constaté que lors des grandes réunions internationales, hors du continent africain, il se déplace très peu. Hors du continent, il se déplace très peu. Et même sur le continent, vous l'avez vu au sommet Union africaine-Union européenne, il s'est abstenu de se rendre à Abidjan. Il y a des pays africains où il ne se rend pratiquement pas. Je ne suis pas sûr que Omar Hassan al-Béchir accepte de se rendre notamment au Bénin, même si le Bénin n'a pas manifesté l'intention de le faire arrêter, mais le Bénin est parti à la Cour pénale internationale et pourrait éventuellement, même sans que les autorités béninoises ne le décident, mais la justice béninoise peut décider de le faire arrêter et de le livrer. Et donc, si la séparation des pouvoirs est ainsi respectée, Omar Hassan al-Béchir risque de se faire arrêter dans certains pays. Et c'est pour cette raison qu'il se déplace peu. Mais au-delà donc de ces restrictions de déplacement, Omar Hassan al-Béchir est tranquille globalement. Il vit bien son rôle de président. Il exerce ses fonctions en tant que chef d'État de la République du Soudan. Il voyage même dans certains pays. On l'a vu récemment, nous allons en parler peut-être tout à l'heure. On l'a vu en Russie.
Et puis, il ne se cache pas de cette animosité vis-à-vis de la Cour pénale internationale, dont il estime, comme beaucoup de chefs d'État africains, comme beaucoup de dirigeants et de penseurs et d'intellectuels africains, que cette Cour est instrumentalisée, qu'elle ne cherche à poursuivre que les dirigeants africains. Et donc, Omar Hassan al-Béchir, si on peut ainsi dire, est tranquille pour le moment. La crise du Darfour commence à ne plus apparaître comme une priorité. De toute façon, la Cour pénale internationale attend toujours son moment. Vous savez, c'est comme un attaquant de pointe qui se fait oublier dans un match de football et qui, au moment où on s'y attend le moins, peut marquer un qui endort la défense décisif. Voilà, donc si la Cour pénale internationale ne parle plus beaucoup d'Omar Hassan al-Béchir, ça ne veut pas pour autant dire qu'il peut continuer à mener l'activité ou à voyager librement à travers le monde. À la moindre erreur, il pourrait se faire arrêter et être livré. Mais cela encore, c'est une autre paire de manches parce que c'est un chef d'État en exercice et même si la Cour pénale internationale ne reconnaît pas le caractère officiel des personnalités qu'elle poursuit, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de la personnalité d'un chef d'État et une arrestation d'un chef d'État en exercice et sa livraison à une cour pénale, quelle qu'elle soit, risque d'enclencher un nouveau conflit, peut-être pas un conflit militaire, mais en tout cas d'amener des situations qui sont pour le moment inédites dans les relations internationales. Je dis cela parce que dans la diplomatie de ce pays avec oui, le Soudan. Bien sûr, forcément. Omar Hassan al-Béchir est soutenu également par des puissances internationales qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies comme la Russie et comme la Chine. Et de ce point de vue-là, le capturer, le livrer ne sera pas chose aisée. Alors, dans ces circonstances, James William Baguidi, dites-nous, quelle perspective pour cette crise du Darfour ? Bon, vous savez, la crise du Darfour aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une crise oubliée, c'est une crise dont on parle peu. On ne sait pas encore ce que réserve l'avenir dans cette situation. On sait que de nombreux mouvements rebelles du Soudan, notamment donc du Darfour, se combattent aujourd'hui entre eux, combattent le gouvernement, combattent les milices janjaouides. Il y a je dirais, une situation qui est devenue pratiquement inextricable au niveau de cette région. Il y a eu ceux qui se sont alliés au gouvernement soudanais, comme Minawi, à une époque donnée, c'était lui le chef de toute la rébellion. Mais ensuite, après cette alliance-là avec le gouvernement, il a été désavoué par une partie des rebelles qui se sont retournés contre ses hommes. Et lui-même, après une certaine collaboration avec le gouvernement, il a dû se rendre compte que ça ne fonctionnait pas comme il le voulait. Il n'avait pas les avantages qu'il espérait. Il a fait demi-tour. Il est revenu à la rébellion, tout un imbroglio. Et malheureusement, comme ce conflit est aujourd'hui négligé par la communauté internationale, les perspectives sont pour le moins sombres pour les ressortissants et les habitants du Darfour. Merci, James William Baguidi. C'est très succinct. Merci pour l'effort. C'est moi qui vous remercie. Le Hit Inter, c'est Davido, Ahmed Arikpa nous l'a présenté. Je suis là en train de constater que la rubrique sport ne sera pas au rendez-vous. Je vous l'avais annoncé à l'entame de cette tranche d'antenne. Eh bien, Judical pour l'ICAP Haïdienou. Nous l'avons attendu quelques secondes et puisque les principes ici, vous savez ce que c'est, juste après 11 heures, on va devoir livrer l'antenne pour d'autres programmes. N'est-ce pas, James William Baguidi, c'est pas vous qui me direz le contraire. C'est le principe dans les médias. Alors, on passe au Hit Inter, Davido. C'est intitulé FIA. FIA, c'est le titre du morceau. Eden chez vous. Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moindre coût en cette période de fin d'année. Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 119 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. Eden chez vous.
Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moindre coût en cette période de fin d'année. Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 119 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. Ah oui, c'est tout le contraire de ce que je vous annonçais tout à l'heure. Vous l'avez compris, le match a démarré très en retard avec lui. Bonjour, Polycarpe. Bonjour, Loris, et désolé de vous avoir fait broutilles d'une manière ou d'une autre aux téléspectateurs et aux auditeurs. Bonjour à tous, donc. Hugo Broos et le Cameroun, c'est fini. Oui, le sélectionneur belge n'est plus donc l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. L'annonce a été faite ce lundi par le comité de normalisation du foot camerounais. Le document qui le licencie précise que le comité a décidé de mettre un terme au contrat de travail de M. Hugo Broos à compter de l'expiration de la période de préavis contractuel de 30 jours. Son contrat devrait prendre fin en février 2018. Il lui est reproché de n'avoir pas atteint certains objectifs de son contrat, comme n'avoir pas qualifié les Lions indomptables pour la Coupe du Monde 2018. Et vous savez, comme moi, que le Cameroun a terminé à la 3e place de son groupe dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Donc. Et en termes d'autres objectifs ou d'un autre objectif non atteint, c'est qu'on reproche à Hugo Broos n'a pas assuré une certaine stabilité et une gestion équitable de la sélection nationale. En la matière, en outre que sa gestion a poussé vers la porte de sortie de la sélection certains joueurs tels que Choupo-Moting et Karl Ekambi. Et le document dit ceci, c'est le signe que l'entraîneur sélectionneur n'a pas respecté son engagement de préserver et d'améliorer la reconstruction de l'équipe nationale. Et pour tout cela, on devait donc le limoger. On se souviendra quand même de Hugo Broos comme étant le sélectionneur qui a permis au Cameroun de décrocher une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. C'était en février dernier, donc en février 2017, lorsque le Cameroun a pris le meilleur sur l'Égypte en finale donc de cette CAN 2017. Loris, vous vous rappelez donc du score 2-1 pour le Cameroun. C'était face à l'Égypte, un certain Mohamed Salah, joueur de Liverpool en Angleterre. Polycarpe, votre match prend fin dans 3 minutes. Champions League, la 6e journée débute ce mardi. Et oui, ce sera surtout l'occasion de connaître de nouveaux clubs qualifiés donc pour les 8e de finale donc de la C1 2017-2018. Et les matchs auront lieu dans les poules A, B, C et D. Et dans le groupe A, 2 places sont à prendre et 3 équipes se disputent donc ces 2 places donc qualificatives de la poule A. Il y a Manchester United premier avec 12 points qui affronte le CSK à Moscou, autre équipe qui court également après la qualification, c'est FC Bâle, et on signale qu'un match nul qualifiera les Red Devils. Quant au CSK, il doit faire mieux que Bâle, 3e prétendant à la qualification, qui joue face à Benfica. Et dans le groupe C, c'est une seule place qui reste à prendre, Chelsea étant déjà qualifié. L'Atlético Madrid et l'AS Rome peuvent la décrocher et ces 2 formations affrontent respectivement Chelsea et Karabakh. Un succès de la Roma ou un échec de l'Atlético qualifie l'équipe romaine. Quant à l'Atlético, il lui faut compter sur sa propre victoire et un échec de la Roma. Et puis dans le groupe D, même situation dans le groupe D, situation identique donc à celle du groupe C avec la Juve et le Sporting Portugal, la Juve étant donc l'équivalent de la Roma. Et enfin, dans le groupe A, il n'est plus question donc de qualification, mais d'un autre enjeu, à savoir la course donc pour la première place de cette poule, et le PSG et le Bayern Munich qui s'affrontent donc ou après donc cette première place. Et on rappelle que le score du match aller était de 3-0. Les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Bayern Munich avec un nouveau contest, un nouvel entraîneur qui a donc remplacé Carlo Ancelotti, et puis le retour de certains cadres de l'équipe bavaroise, des cadres qui étaient soit absents, soit sur le banc de touche à l'occasion donc du match aller. Donc le contexte il est totalement différent pour le PSG qui affronte le Bayern Munich, et on n'oublie pas que le PSG a connu un faux pas ce week-end donc en Ligue 1 française. Oui, contre Strasbourg.
Donc vous venez de faire la leçon selon laquelle on peut résumer même un match de foot et le jouer en 5 minutes. Merci. Pourquoi pas? Éviter à l'avenir de venir en retard. Je présume que ce n'est pas une publicité. Matin, permettez la répétition, oui, lâchez le mot, lâchez quelques secondes. À la vérité, je pensais à vous offrir une chronique littéraire en dehors de la chronique sportive, et ça devait porter sur ma résilience. Tranquille à Benotin. Donc j'étais en train de vous promettez, rédiger. Vous nous faites la promesse pour demain alors? Non, je ne vous fais pas encore la promesse. Je vous disais que j'étais en train de rédiger cette chronique littéraire. On aurait le temps. On va organiser la chose demain. On vous consacrera plus de temps, rassurez-vous. Donc après le sport, il y aura de la littérature spécialement demain. C'est vous qui le dites. Vous sera proposé aussi demain en It Inter. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée à suivre nos programmes.